Après le tableau. Alors, voilà ce qu'on va essayer de faire. Ce qu'on va essayer de faire, c'est la chose suivante. C'est, on va partir euh, des dernières idées qu'on a vues hier, c'est-à-dire, on a expliqué le principe de la demande effective. Dans, on a insisté sur le fait que la demande effective, c'est une chose qui se passe dans l'esprit des producteurs, l'esprit des entrepreneurs, et que cette demande effective, elle n'est pas du tout le résultat d'un ajustement d'une offre globale et d'une demande globale sur un marché où les prix seraient flexibles et tout ça. Pas du tout. Ça, c'est le raisonnement néoclassique. Donc, c'est quelque chose qui concerne purement les anticipations des entrepreneurs. Et si les entrepreneurs anticipent une période récessive, une période dans laquelle il n'y a pas de forte activité économique. J'ai expliqué à vos camarades dans le groupe précédent que ceci tend à valider l'existence d'une récession. C'est-à-dire que des anticipations des entrepreneurs s'avèrent généralement validées, pas nécessairement justes, exactes, mais parce que ce sont des anticipations. Sont des anticipations de phénomènes collectifs qui sont à la fois économiques mais aussi sociaux, c'est-à-dire ce sont des anticipations que n'ont de sens que collectivement. Et dans ce type de phénomène, on a souvent observé que quand on crie au loup, loup finit hein, par, par, par se montrer. C'est le même phénomène en économie, sauf que l'exemple du loup, ce n'est pas un phénomène économique. Mais quand collectivement les entrepreneurs pensent que l'année prochaine, il va y avoir des difficultés économiques, une récession, même si il n'y avait pas de conditions réellement économiques de cette récession, elle va malgré tout se produire.
Ça veut dire que ce qui s'est passé dans leur esprit, dans leur tête, va finir par se réaliser. Pour quelle raison, d'après vous? Est-ce que d'abord ce phénomène vous dit quelque chose en économie? Celui que je viens de dire, d'expliquer. C'est-à-dire que si les entrepreneurs pensent que l'année prochaine, il va y avoir une récession, même s'il n'y a aucune raison économique à cette récession. Ça veut dire qu'elle ne devrait pas normalement avoir lieu. Eh bien, cette récession qui se trouve dans l'esprit des entrepreneurs va finir par se réaliser et l'économie tombera en récession. Est-ce que ce phénomène vous semble plausible? Certains de vos camarades du groupe précédent ont dit que on rencontre ce phénomène en bourse. Quand les détenteurs des actifs en bourse pensent que la bourse va bientôt connaître une chute des valeurs, ben les gens, s'ils croient de manière collective à cette chute des valeurs, alors elle finit par se réaliser. Parce que les gens ayant peur de la chute des valeurs, pour se couvrir, ils vendent des valeurs. Et en vendant les valeurs, ils font baisser les prix des valeurs. Et l'anticipation se retrouve réalisée. Vous notez que ce phénomène-là, en économie, s'appelle le phénomène des anticipations autoréalisatrices. Phénomène des anticipations autoréalisatrices. Ça veut dire que, non, ce n'est pas des anticipations, on appelle ça les phénomènes des prophéties autoréalisatrices, des prophéties. Les prophéties autoréalisatrices. Qu'est-ce que signifie ce phénomène? Il signifie que d'abord, ce n'est pas un phénomène économique, c'est un phénomène, bien sûr, il est économique, mais il n'a pas d'explication économique, il n'a d'explication que psychologique, une sorte d'explication psychosociale. Quand les gens, de manière collective, ils anticipent une crise, la crise finit par se réaliser. Des entrepreneurs, collectivement. Ce n'est pas l'anticipation d'un ou deux entrepreneurs. Parce que pour Keynes, les entrepreneurs sont considérés comme un collectif, comme si c'était un seul club de personnes qui se partagent des informations, des expériences. Ils connaissent, si tu veux, ils connaissent tous quel est le climat des affaires en ce moment. Est-ce que les gens, dans leur ensemble, sont optimistes ou non? Quelquefois,
à tort et souvent à raison, ils sont portés par la même vague d'euphorie. Quelquefois, ils sont au creux d'une vague de, de désillusion, où ils ont peur de s'engager. Et ça, c'est un des éléments qui explique la demande effective. Si les entrepreneurs sont dans une situation où ils voient l'avenir morose, eh bien, l'économie va s'établir dans une situation de sous-emploi. Il va y avoir un équilibre et un équilibre de sous-emploi, c'est-à-dire un équilibre dans lequel il y a beaucoup de chômage. Et donc, c'est cette possibilité de sous-emploi qui définit la demande effective. Et cet équilibre de sous-emploi, on l'appelle l'équilibre keynésien. Pourquoi on l'appelle équilibre malgré tout? C'est parce qu'il est stable. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est stable? Ça veut dire que l'économie peut se retrouver engluée, peut se retrouver coincée dans cette situation de sous-emploi et qu'il y a des phénomènes qui, lorsque elle s'écarte un peu à gauche ou à droite de ce sous-emploi, de cet équilibre de sous-emploi, il y a des forces naturelles qui la ramènent à cet équilibre de sous-emploi. En gros, si vous voulez, voilà, on va cette explication est donnée par un modèle qui porte le nom de schéma à 45 degrés. C'est un modèle qui s'appelle dans les livres de macroéconomie modèle revenu-dépense ou schéma à 45 degrés. Il a été proposé par un prix Nobel d'économie qui s'appelle Samuelson pour tenter de donner une version pédagogique du modèle ou de la théorie keynésienne, si vous voulez, parce qu'on considère que tout le monde reconnaît que le livre de Keynes est un livre très difficile. Donc, ils ont proposé ces schémas ou ces modèles pour expliquer la théorie keynésienne. Le premier de ces modèles, il y en a deux en fait. Il y en a un qui s'appelle le modèle revenu-dépense ou schéma à 45 degrés qui est devant vous. Et un autre qui s'appelle le modèle ISLM, que vous allez voir certainement l'année prochaine. Là, il s'agit du modèle revenu-dépense de Samuelson, au schéma à 45 degrés, dans lequel on a en abscisse la dépense et on a donné le revenu ou le produit. Et on a une droite bisectrice, qui est la droite à 45 degrés, d'où vient le nom du modèle, parce qu'il y a cette bisectrice-là, qui est la bisectrice au centre, qui coupe l'angle en deux, et elle représente
tous les poids où D est égal à Y. Le produit est égal à la dépense. Rappelez-vous que, si vous avez oublié, que Y, il est égal à C plus I. Pourquoi C plus I? Parce qu'on suppose dans ce schéma simple que l'équation de départ, Y égale C plus I plus G plus X moins M, on suppose qu'on se trouve dans une économie très simplifiée dans laquelle il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, pour simplifier, et qu'il n'y a pas de dépenses de l'état G. Il ne reste plus que ça, Y égale C plus I. Ça, c'est ce qu'on a appelé l'équation fondamentale numéro 1 du circuit, dans laquelle on simplifie encore plus cette équation en mettant I égale à I rang. I rang était, I rang, c'est ce qu'on appelle l'investissement autonome d'une économie. Je vais expliquer ce que ça veut dire l'investissement autonome d'une économie. Ça veut dire que l'investissement, il est composé de plusieurs composantes. Et toutes ces composantes de l'investissement dans une économie pendant une période de temps sont fonction de variables économiques. Ces variables économiques sont, vous pouvez vous en douter, sont par exemple le taux d'intérêt qui, lorsqu'il est faible, il est censé motiver l'investissement. Et d'autres variables comme le revenu, des pays qui ont un PIB plus élevé, en général, investissent plus. Nous dirons qu'on a là les variables économiques dont dépend l'investissement. Mais sauf qu'il y a une composante de l'investissement qui ne dépend d'aucune variable économique. On l'appelle l'investissement autonome. Cet investissement autonome, il ne dépend que d'une seule chose qui n'est pas économique, c'est justement l'état d'esprit des entrepreneurs et le climat des affaires. C'est-à-dire que si le climat des affaires est morose et que les entrepreneurs ne sont pas optimistes, on a beau avoir des taux d'intérêt très faibles, un PIB élevé, rien ne les incite à investir. Et cette partie de l'investissement autonome, elle est nulle ou très faible. Et au contraire, au moment où les entrepreneurs sont dans une phase d'euphorie, d'optimisme, alors même si le taux d'intérêt est très élevé, le crédit est cher, eh bien, l'investissement autonome est élevé. Donc, c'est une partie de l'investissement qui ne dépend pas des variables économiques habituelles qui influencent l'investissement. Et c'est de cet investissement-là qu'il s'agit ici. Là, cet investissement autonome.
On va continuer le raisonnement. Alors, ici, vous avez en rouge la bissectrice, c'est la demande revenu dépenses, la demande, si vous voulez, prévue. Et en vert, vous avez la demande ex post qui s'est réalisée. En rouge, c'est la demande anticipée par les entreprises. Et en vert, c'est la demande qui s'est réalisée. Elles peuvent être égales, comme elles peuvent être l'une au-dessus de l'autre ou l'autre au-dessus. Ça veut dire, vous avez trois cas où les entrepreneurs ont anticipé correctement ce qui va se passer demain. Et les deux autres, c'est lorsque leurs anticipations sont avérées fausses par excès ou par défaut. Ça veut dire qu'ici, à gauche de ce point-là, à gauche de ce point-là, ici, les entrepreneurs ont anticipé trop ou trop peu. Si la droite rouge représente la demande attendue, escomptée par les entrepreneurs. Nous dirons qu'à gauche de ce point-là, ce qui est là, à gauche, c'est une situation où les entreprises ont été trop pessimistes. Parce que la réalisation se trouve au-dessus de ce qu'ils avaient prévu en rouge. Et à droite, c'est l'inverse. Les anticipations étaient trop optimistes par rapport à la réalisation qui est plus faible. Et dans le point qui est là, ben, ça veut dire qu'ils avaient anticipé exactement ce qui s'était réalisé par la suite. C'est la demande. Plus fort. C'est la demande. Non, D, oui, c'est la demande, mais si on parle ici, on l'appelle la dépense. Et cette dépense, elle est de deux sortes. La dépense prévue par les entrepreneurs, ex ante. Avant que le phénomène. Voilà, avant que le phénomène se produise. Et l'autre dépense verte, c'est celle qui s'est réellement réalisée. Elles peuvent être égales comme elles peuvent être différentes, toutes les deux. Les deux sont des dépenses. Dépenses prévues ex ante et dépenses observées réellement après coup. C'est la verte. Donc, ce point-là, c'est un point où les entrepreneurs étaient trop optimistes. Ils avaient, ils avaient prévu une dépense ex ante un peu trop optimiste. Elle s'est réalisée, elle ne s'est pas réalisée. La dépense effective était beaucoup plus faible. Et ensuite, là, lorsqu'elles sont égales, et là, c'est lorsqu'elles sont plutôt pessimistes. Donc, vous avez trois points. Dans ces trois points, vous avez les trois cas possibles. Ce point en bleu, le gros point en bleu, là, le numéro E, c'est le point qui s'appelle le point d'équilibre keynésien. C'est-à-dire le point où les entreprises ont anticipé une demande ou une dépense qui est exactement égale à ce qu'ils vont observer.
Faites attention, tout ce que vous avez ici, ce n'est pas la peine de décider, se trouve dans le 20T. Donc, essayez juste de comprendre, le même, vous l'avez dans le 20T. Bien sûr, vous trouverez le même dans le 20T avec des choses que je n'ai pas faites cette année. Vous verrez tout de suite que je n'ai pas parlé. Vous le saurez. Si cette année-là, l'année passée, j'ai mis un peu plus de temps, vous allez avoir l'impression de tout relire. Peut-être que c'est utile, mais sachez que je n'ai pas tout traité. Donc, ce n'est pas la peine de décider, essayez de vous concentrer sur comment ça marche, poser des questions et tout. Et si vous prenez des dessins comme ça sur votre cahier, c'est juste pour vous. Sinon, tout ce que vous voyez là, dans les diapos, c'est dans le... Il s'appelle MK1 pour dire modèle keynésien 1, le plus simple. L'autre MK2, c'est celui qui est ISLM, plus long, plus compliqué. Il y a deux cours, deux fichiers PowerPoint, un pour chaque modèle. Donc ici, la logique, c'est que la logique, c'est que on veut montrer que le point E, il s'appelle l'équilibre keynésien. Et que cet équilibre keynésien, il est inférieur à celui du plein emploi. Le plein emploi, c'est celui-là. Hein? N'oubliez pas. Ça, c'est le plein emploi. Et c'est ça, l'équilibre keynésien, c'est un équilibre de sous-emploi. C'est l'équilibre de sous-emploi. Donc, l'économie est en équilibre, mais il y a du chômage. D'ailleurs, les keynésiens, plus tard, les post-keynésiens, non, les nouveaux keynésiens vont l'appeler chômage d'équilibre. C'est un chômage, mais l'économie est en équilibre. Tant pis pour les chômeurs. C'est une situation dans laquelle ce point-là, c'est un équilibre. Comment on appelle, qu'est-ce qui distingue un équilibre en économie? Ce n'est pas le fait qu'il soit égaux, la demande ex-ante, dépenses ex-ante, dépenses ex-post. Ça ne suffit pas pour l'appeler équilibre. Il faut qu'il soit stable. Ça veut dire il faut que si l'économie s'écarte à gauche de cet équilibre, vers le point E1 par exemple, il y a des forces qui la ramènent vers E. Ici, elle va à droite, E2 plus élevé que E, il y a des forces qui la ramènent vers E. On dit que dans ce cas-là, que E est un équilibre stable. Ça veut dire que si l'économie se retrouve dans cette situation, elle va être engluée dans cette situation. Elle ne va pas s'en sortir. Elle va rester coincée dans une crise de sous-emploi. Il n'y a rien qui permet à l'économie de se sortir de cet équilibre E de sous-emploi. Parce que pour les néoclassiques, normalement, une situation de sous-emploi ou de déséquilibre, elle ne doit pas durer. Et comment peut-elle ne pas durer? C'est parce que pour eux, les prix et les salaires sont flexibles. Donc, il suffit que les prix baissent, que les demandes, quand les prix baissent, les demandes augmentent. Si les demandes augmentent, la production augmente, l'emploi augmente, et on quitte
progressivement la situation de sous-emploi grâce à la flexibilité des prix. Keynes dit que non. La flexibilité des prix ne peut pas nous sortir de cette situation de sous-emploi. Vous vous rappelez hier quand je vous ai expliqué qu'il dit que la flexibilité des prix peut même aggraver la crise et que dans une économie, il est préférable d'avoir en situation de crise plutôt une certaine dose de rigidité qui empêche l'économie de s'enfoncer encore plus dans la crise. Alors, comment il explique? Enfin, ce n'est pas lui, hein, dans ce schéma, Samuelson, par exemple. Comment il explique? Comment il explique qu'il y a toujours une tendance à ramener l'économie vers le point E? Il explique en disant qu'à gauche du point E, le revenu ici, la dépense, ça c'est un peu... fait une erreur. Ça c'est... Pourquoi il n'écrit plus ce compte? Ouais. Voilà, ça c'est plutôt corrigez-le positif. Ça c'est négatif. Non, c'est le contraire. Oui, donc c'est le contraire. Donc, à gauche du point E, vous avez les dépenses prévues, c'est-à-dire ex ante, ici. Ah oui, c'est ça, non? Donc ici, si vous voulez, cet écart-là, ce sont des dépenses prévues qui sont supérieures au PIB Y. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a stocké, on a produit plus que ce qui devait être. Donc, la dépense prévue était supérieure au produit qu'il fallait pour l'équilibre. Et donc, les entreprises ont produit trop et commencent donc à déstocker les fois suivantes. Et donc, avec le déstockage, la vente de plus en plus de produits, alors, ça permet
à l'économie de revenir, d'augmenter un peu plus la production et de se rapprocher dans ce sens-là vers le point d'équilibre E. Et dans le point E2, on a exactement le cas contraire. Lorsque le produit est supérieur à la dépense prévue, pas, eh bien, les entreprises stockent. Et quand elles stockent, elles diminuent leur production, c'est-à-dire elles vendent ce qui est stocké et donc se mettent à produire moins. Et quand elles se mettent à produire moins, eh bien, leur production retourne vers l'équilibre E, produisant de moins en moins. Alors qu'à gauche, ici, elles produisent de plus en plus parce qu'elles déstockent et donc elles remplacent les stocks en produisant plus. Donc, c'est ça qui fait dire à Samuelson que cet équilibre E, là, est un équilibre stable. Ça veut dire que c'est un équilibre dans lequel l'économie se retrouve coincée. Et ce qui est important, c'est que cet équilibre, celui-là, de sous-emploi, c'est un équilibre qui ne peut pas être résorbé, comme je viens de l'expliquer, par la flexibilité des prix. Alors, on va voir comment Keynes propose que l'économie s'en sorte de cette situation. Alors, l'explication keynésienne, vous l'avez ici. Comment une économie a-t-elle son équilibre? La réponse, c'est par le processus d'ajustement, par la variation des stocks la variation des stocks, ce qu'on appelle les stocks non désirés. C'est ce qui est noté ici. Ça, c'est variation des stocks non désirés. Notez-le ainsi. Je ne sais pas si ça doit être noté quelque part. Voilà, c'est écrit variation des stocks non désirés. Parce que, si vous voulez, on retient que la plupart du temps, les entreprises font des stocks. Mais en temps de crise, elles font des stocks au-delà de ce qui est nécessaire habituellement. On appelle ça des stocks non désirés. Des stocks non désirés. En temps de crise, ces stocks non désirés augmentent. C'est ça la variation du stock non désiré. Et en temps d'expansion, les stocks non désirés diminuent jusqu'à disparaître. Et c'est ce mouvement de variation des stocks non désirés qui permet à l'économie de rester au niveau de l'équilibre keynésien E. Ce qui est important à rajouter ici, c'est que ce mouvement de retour à l'équilibre par les stocks, c'est quelque chose qui est tout à fait contraire au raisonnement néoclassique, parce que chez les néoclassiques, le rétablissement ou l'ajustement d'un marché ou d'une économie se fait par les prix. Chez Keynes, ici, il privilégie dans son explication que l'économie s'ajuste par les stocks, donc par les quantités. Ça veut dire que nous avons ici à noter quelque chose de très important chez
Keynes, c'est que dans le modèle néoclassique, l'ajustement se fait par les prix, donc prix et salaire. Là, chez Keynes, cet ajustement, il se fait par les quantités physiques. C'est une opposition fondamentale entre les deux écoles. Par les quantités physiques. Donc, l'ajustement par les prix, c'est néoclassique. Ici, l'ajustement se fait par les quantités et les stocks non désirés. C'est une caractéristique du raisonnement ou de l'économie ou du modèle keynésien. Rappelez-vous que j'ai expliqué hier que pour Keynes, les prix sont rigides et heureusement qu'ils le sont. Parce que si les prix étaient flexibles, ça ne ferait qu'enfoncer encore plus l'économie dans la crise. Pour deux raisons que j'ai données hier, n'est-ce pas? Si quelqu'un s'en rappelle. Les deux raisons sont les raisons distributionnelles et les raisons des anticipations. Est-ce que vous vous rappelez quand on a souligné ça? C'est peut-être pas facile de faire une démonstration comme ça dans une dissertation de cette idée, mais vous devez garder à l'esprit que ce qui distingue les deux écoles, c'est que les processus d'ajustement se font chez les uns par les prix et chez l'autre par les quantités, et que chez Keynes, la flexibilité des prix est une mauvaise chose en temps de crise, parce que quand les prix sont flexibles, donc les prix vont baisser pour ramener l'économie à l'équilibre, et bien la baisse des prix pour Keynes amène encore plus de baisse de prix, et ça rend l'économie encore plus dépressive. La baisse des prix appelle la baisse des prix qui incite les entrepreneurs à produire encore moins et à s'enfoncer dans la crise. Donc voilà, si vous voulez, ce qui distingue l'équilibre keynésien, c'est-à-dire l'équilibre de sous-emploi. Voilà, je le répète ici. Vous avez ça, c'est l'équilibre keynésien. C'est un des grecs étoiles de sous-emploi. Parce que le plan d'emploi serait ici, par exemple. Tout ça, c'est du chômage. C'est un chômage qui est involontaire. Pourquoi il est involontaire? Parce que ça ne vient pas d'un comportement du salarié qui ne veut pas travailler. Ça vient du fait que les entreprises ont peur d'embaucher. Ça, c'est l'équilibre keynésien où les dépenses prévues sont égales aux produits. Et dans ce cas-là, la variation de stock non désiré est égale à 0. Il y a des stocks, mais ce sont des stocks habituels, des stocks désirés. Ça, c'est un déstockage. Variation de stock non désiré négative. Ça veut dire que les entrepreneurs ont prévu de produire ce niveau-là et ex post, les gens ont consommé plus.
Mais à cet écart-là, les entreprises vont le compléter en vendant tout ce qui a été stocké de manière non désirée. Ils font du déstockage et ils vont être amenés à produire plus, à se rapprocher de Y. C'est fort? On peut dire quoi exactement par changement de... J'explique un peu cette notion de stock non désiré. Ben, il faut comprendre, se rappeler que en économie, les entreprises, alors vous allez le faire quand ça, en troisième année, vous allez étudier la chose suivante. Il y a deux sortes de métiers dans les entreprises. Deux sortes d'entreprises. Ce qu'on appelle les entreprises qui produisent pour les stocks et d'autres qui produisent à la commande. D'accord? Il y a des entreprises qui sont dans la situation où ils ne produisent qu'ici on leur commande. Et d'autres qui n'attendent pas qu'on leur fasse une commande pour produire. Elles produisent tout le temps. Ils stockent et puis ils ont une armée de commerciaux qui vendent et qui les alertent, écoutez, baissez un peu la production ou augmentez. Mais ils produisent toujours pour le dépôt. Hein? Non, ils produisent pour leur magasin à eux, pour leur stock. D'accord? Je répète parce que ce n'est pas très clair. Ah si, vous prenez un peu, mais il faut détailler. Par exemple, un fabricant de boîtes de petits pois. Fabrique à la commande ou au stock? Pour le stock. Oui, pour le stock. Qu'est-ce qu'il fait? Il produit, il a une usine qui tourne, et quelquefois 24 sur 24. Elle tourne et elle remplit les stocks, les dépôts. Et vous avez une armada de commerciaux qui vendent. OK? Celles qui produisent à la commande, quand elles reçoivent une commande, elles lancent la production. Par exemple, Bah, tu fabriques des avions, tu fabriques des paquebots, tu fabriques des bateaux. D'accord? Et par contre, quand tu fabriques des voitures, c'est pour le stock ou pour la commande? Pour le stock. Vous vous rappelez que je vous ai expliqué, quand vous prenez la RERD, la ligne D, vous allez vers Paris, avant d'arriver à la Seine, ici, que vous voyez à votre gauche, sans matricule, sans rien. C'est quoi ça? C'est du stock. C'est du stock. Bien sûr, si tu veux acheter une Ferrari, tu ne vas pas trouver un stock de Ferrari. Tu trouves quoi? Tu trouves une liste d'attente. Une liste d'attente. Quand tu achètes une Ferrari, d'occasion, elle est plus chère que neuve. Pourquoi? Non. Parce que tu la commandes, tu l'auras dans 2 ans ou 3 ans, et le type qui la possède déjà, il peut te la vendre, mais plus que le prix du fabricant. Parce que tu veux l'avoir tout de suite pour frimer. Là. D'accord? C'est pas qu'elle prend de la valeur. C'est un projet. Hein? C'est un projet de Ferrari. Non? Non, c'est pas nouveau. Donc, les productions, c'est toujours de deux sortes. À la commande et pour le stock. Mais
pour comprendre le fonctionnement de situations d'équilibre, de sous-emploi et tout ça, on travaille sur une économie, on travaille pas pour la commande, on travaille pour le stock. Dans les productions pour le stock, donc l'entreprise a toujours besoin de stock. D'accord? Il ne faut pas qu'elle soit en rupture de stock. Et donc, il y a un niveau de stock qui est normal, indispensable. C'est ça le stock désiré. D'accord? Et quand il y a une crise de tout, bah, les stocks gonflent de manière non désirée. Et c'est la quantité de stock non désiré qui indique à l'entreprise s'il faut continuer à produire autant, plus ou moins qu'avant. D'accord? Quand il y a du stock non désiré qui s'accumule, qu'est-ce qu'a fait l'entreprise? Elle produit moins. Et si il y a des gens qui viennent acheter ces stocks non désirés, elle va être amenée à en produire plus. Et c'est ça qui fait que quand elle est là, elle déstocke et elle va vers la droite. D'accord? Voilà. C'est ça qui fait que de l'autre côté, c'est l'inverse, quand on est vers de ce côté-là. Eh bien, c'est ça qui fait que entre la gauche et la droite, on est bloqué dans Y étoile qui est à l'équilibre de sous-emploi stable. Parce qu'il y a des forces qui, variation de stock, ramènent toujours l'économie vers le point E, qui est le point de la demande effective imaginée par les entrepreneurs. OK? Le point d'équilibre de sous-emploi, celui-là qu'on appelle l'équilibre keynésien, ou un sous-emploi ou chômage d'équilibre, c'est une situation où les stocks non désirés sont nuls. Il n'y a que les stocks nécessaires pour satisfaire l'équilibre. Et donc, vous avez un retour à l'équilibre Y étoile en fonction du stockage ou du déstockage. C'est pour ça qu'on parle d'équilibre keynésien. Donc, c'est quoi un équilibre keynésien? C'est celui-là. C'est un équilibre dans lequel il y a du chômage et qu'il est stable. Et comment il est obtenu? Ce n'est pas le résultat d'un marché. Ce n'est pas le résultat d'une offre et d'une demande. C'est le résultat de quoi? Donc, le niveau, il dépend de la demande effective, imaginez par exemple. Mais sa stabilité, elle vient de cette variation du stock non désiré. Bon, je crois que là, ça se répète. Maintenant, on va passer à autre chose. N'est-ce pas? Combien il me On va imaginer, la chose suivante. Vous vous rappelez qu'on était on a imaginé un investissement autonome seulement. Imaginons maintenant qu'une innovation rende les entreprises plus productives et se montre subitement plus optimistes.
L'investissement désiré augmente de I01 à I02 supérieur. Et on cherche à savoir quel est l'effet d'une telle hausse de l'investissement anticipé à l'aide de ce diagramme à 45 degrés. Voilà comment Samuelson explique l'idée de Keynes. C'est que lorsque il y a tout d'un coup un optimisme chez les producteurs qui les fait prendre plus de risques et investir de manière autonome un montant plus élevé, alors on passe de l'équilibre keynésien E1 à l'équilibre keynésien E2. Et nous dirons surtout que la variation de Y, passant de Y1 à Y2, qui peut être le produit, PIB, ce que vous voulez, elle est nettement supérieure à la variation de l'investissement autonome qu'il a induit. C'est-à-dire que le rapport d'état Y sur d'état I est supérieur à 1. Retenez cette idée, elle est très importante. On va expliquer ici pourquoi c'est supérieur. Voilà pourquoi. Je répète, tout ça, c'est dans votre volonté. Hein. Perdez pas trop votre temps à le dessiner à la main. Essayez de comprendre que ce que l'on cherche à montrer ici, c'est que delta I0, c'est elle qui a induit l'augmentation du PIB, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le résultat de ça. Donc ça, c'est exogène et ça, c'est endogène. Et le rapport qui est là, delta Y sur delta I, oh, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, toi. Tu étais malade. Tu veux dire bonjour? Ah, c'est sympa. Assieds-toi. Mais tu vas rien comprendre. J'ai jamais rien compris de ma vie. Oh. Donc, on a delta Y qui est là. Il est sans... non. Oh là là, j'ai fait une erreur là. Ah oui, c'est delta Y, effectivement. Delta Y qui est là et celui-là, ils sont égaux. Et delta Y, vous voyez bien qu'il est supérieur à delta I. Donc, ce rapport-là, il est supérieur à 1. Faites très attention à ça. Ça explique un phénomène qui est purement... Tout ça, c'est dans le 1T, Mohamed. Hein? Mais bon, c'est comme tu veux. C'est dans le 1T. C'est mieux quand je vois comme ça. Ouais, tu le vois, tu peux le voir, mais je veux dire, à le dessiner, vous perdez votre temps. Essayez de comprendre. Et je ne peux pas vous dire quelle page, mais c'est le cours qui s'appelle MK1. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que delta Y sur delta I est supérieur à 1, c'est-à-dire que delta I, c'est un investissement autonome supérieur au précédent qui a induit une variation du revenu qui lui est supérieure. Ce rapport étant supérieur à 1, on appelle ça l'effet multiplicateur des dépenses. Les dépenses des entreprises ont augmenté de delta I. Ça a induit une variation du PIB plus que delta I. C'est ceci qui est le cœur du modèle keynésien. Ça veut dire que si les entreprises tout d'un coup deviennent optimistes, ça permet de sortir de la crise. Parce que leurs dépenses créent une variation du PIB plus élevée, beaucoup plus élevée que leurs dépenses d'origine. On dit que
il y a un effet multiplicateur. Je ne l'ai pas expliqué, hein, mais on le dit, on l'appelle comme ça. Le moment venu, je l'expliquerai. Ce n'est pas dur à expliquer. Bon. L'idée, c'est tout simplement que si on est en Y1, qui est une situation de sous-emploi, si les entreprises, pour une raison inexpliquée, exogène, décident de se lancer, de produire plus qu'avant, d'investir plus qu'avant, eh bien, leurs dépenses vont induire une augmentation du PIB qui est largement supérieure à leurs propres dépenses. Et on dit que, dans le langage courant de la rue, on dit que la machine commence à, le business commence à redémarrer. Parce que dès qu'il y a les premières entreprises qui investissent, le résultat, c'est plus que leurs propres dépenses. Et si tu veux, le climat des affaires s'assied, il devient plus sain et les gens ont moins peur et se lancent. Et ce phénomène-là, il est cumulatif, c'est-à-dire que ça fait, comment on dit, le business redémarre. À cause de cet effet multiplicateur, c'est le fait que le résultat endogène, il est supérieur à l'amorce exogène. Θ I, c'est l'amorce des entreprises. Le résultat, c'est que l'économie redevient expansive, même si elle n'a pas encore atteint le plein emploi, mais elle est en train de redémarrer. Et ça, les hommes d'affaires le sentent. Ils le sentent. Alors, dans le passé, ils le sentent. Parce qu'à l'époque de Keynes, il n'y a pas encore comme aujourd'hui tous les instituts de statistiques qui nous disent tout ça. Et maintenant, on a des statistiques, comme je vous l'ai expliqué, qui nous disent qu'il y a des variables cycliques avancées. Ils nous disent qu'il va se passer ceci ou cela. Bien sûr, ils peuvent se tromper, mais c'est des indicateurs qui permettent de dire ah, les choses commencent à bouger. Ou au contraire, les choses commencent à s'allumer. Donc, c'est ce phénomène-là qui est très important, je le mets en titre, hein, l'effet multiplicateur des dépenses keynésiennes. Parce que tout le secret du modèle keynésien, c'est que le circuit, il faut qu'il continue à tourner. Et quand le circuit se bloque, et que tout d'un coup, il y a un phénomène qui le redémarre, comme pour amorcer une pompe, Ça va. Ben, mon Solex, il redémarre. Tu te moques toujours de mon Solex, toi, hein? Alors, voilà, si vous voulez, ce qui est un peu, j'ai oublié que je parlais devant le micro. J'espère que ça enregistre. Donc, ce qui est important comme idée nouvelle, c'est l'histoire du multiplicateur. Ah tiens, Mohamed, j'ai oublié. Quel est ton nom de famille, Mohamed? Abdelawi. Avec A. Mais quel est ton groupe normalement? 2, 3, 4. Là, on est en 4, non? Ce groupe-là, c'est le 4, non? Je suis dans ce groupe. Second groupe, non? Ah, Abdelrahim, non. Je ne vois pas ton nom. Oh non, toi, monsieur. Abdelawi. Ah, d'accord. Bon, monsieur. Mais combien il vous reste de temps là? Bon, vous pouvez partir. Écoute, il y a plein de gens. Bon, je vais te rajouter ici. Alors, dis-moi ton A, B,
Doucement les chaises. Ok. Ok, bah, écoute. Normalement, bon, ça c'est des listes, tu vois le nombre de personnes qui ne sont pas sur la liste parce qu'elle est un peu. Elle est un peu comme tout ce qui vient de l'administration. C'est vrai. Bah écoute, merci d'être venu. Hein. Moi, je suis venu vous faire coucou parce que vous me manquez. Ah, c'est gentil. Ok, salut. Salut, Mohamed.